Professeur Philippe Parola, vous dirigez un service d'hospitalisation à l'IHU Méditerranée Infection et vous dirigez une unité de recherche sur les maladies infectieuses. Aujourd'hui, dans le cadre de cette épidémie, qu'avez-vous appris ? Alors, avant de vous parler de notre expérience, je crois que le plus important quand on fait face à un nouveau virus et à une nouvelle maladie, c'est de profiter de l'expérience des autres. Donc nous, ce que nous avons commencé à faire, c'est écouter les experts chinois, notamment le professeur Zhong, qui était l'expert du coronavirus du SARS de 2003, profiter de leur expérience, profiter des données qu'ils nous avaient communiquées, qu'ils avaient d'ailleurs communiquées à la communauté internationale sur les premiers problèmes auxquels ils avaient eu à faire face lors du début de l'épidémie. Sur la maladie en tant que telle, est-ce qu'aujourd'hui on en sait plus ? Que sait-on maintenant que la recherche est en cours, maintenant que de nombreux patients ont été suivis, maintenant que de nombreuses recherches ont été effectuées, que sait-on de plus sur la maladie en elle-même ? Alors, la stratégie qui a été mise en place à l'IHU Méditerranée Infection, c'est-à-dire tester toutes les personnes qui se présentaient, diagnostiquer la maladie, isoler les positifs et les traiter avec les médicaments que nous pensions les meilleurs pour les prendre en charge, nous a permis d'observer plusieurs milliers de patients. À l'IHU, nous avons pris en charge près de 4000 patients positifs, des formes les plus bénignes aux formes les plus graves. Nos collègues de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ont également pris en charge de nombreux patients et ceci nous a permis d'observer de nouveaux signes cliniques, de nouveaux signes d'alerte et de comprendre pourquoi certains patients ont évolué malheureusement vers des formes fatales, mais également d'analyser la pertinence des mesures que nous avions prises. Pouvez-vous donc nous donner quelques exemples sur les signes de cette maladie, sur les facteurs qui expliquent une forme grave ou la survenue d'une forme grave, par exemple, chez un patient ? Alors, dans les signes assez caractéristiques de cette maladie, qui avaient été repérés tout d'abord par hasard, mais ensuite qui ont été vus à travers le monde par les soignants, c'est-à-dire ceux qui ont vu des malades, nous, sur nos 4000 patients, nous avons remarqué et préciser la fréquence de ce qu'on appelle l'anosmie et l'agueusie, c'est-à-dire la perte de l'odorat et la perte du goût. Et en vous disant ça, de nombreux patients ou citoyens du pays vont se dire « Ah oui, tiens, j'avais perdu l'odorat, j'avais perdu le goût, à un moment donné, je l'ai peut-être eu. » En pratique, nous, chez nos patients, 53% avaient une anosmie et ou une agueusie. Et ce qui est intéressant avec ce signe, c'est que si on est dans un pays qui n'a pas de ressources, ou si on est dans un pays qui, par stratégie ou pour des raisons qui m'échappent, a choisi de ne pas tester les patients, l'anosmie et l'agueusie peuvent être un signe très évocateur. C'est ce qu'on appelle la valeur prédictive positive. En pratique, sur plus de 3500 patients, le fait d'avoir une anosmie et ou une agueusie était prédictif de 58% d'infection à Covid. Donc par cette question simple, des médecins ou des non-médecins pouvaient se dire « Tiens, il y a une suspicion de Covid, ce qui peut entraîner l'orientation vers des systèmes de soins. » Donc, anosmie, agueusie, vraiment, c'était un des éléments clés. Ensuite, un élément très important, c'était nous avons eu la capacité et la possibilité de faire, grâce au professeur Jacquier qui a réorganisé les choses et à l'expertise du professeur Gobert en imagerie pulmonaire, à faire plusieurs milliers de scanners chez des patients atteints du Covid. Et ce qu'on a remarqué, en dehors de signes que nos amis radiologues ont décrits, c'est qu'il y avait des patients qui semblaient en bon état, qui n'avaient aucune difficulté à respirer, mais qui avaient des atteintes modérées, voire importantes au scanner. Et ça, c'est essentiel, parce que c'était associé à ce qu'on a appelé l'hypoxémie heureuse. Alors c'est un joli terme, mais qui cache malheureusement le drame qui suit derrière avec l'évolution de la maladie. Ce sont des patients qui là aussi ont peu de signes cliniques, pas de difficultés respiratoires, mais lorsqu'on leur prend la saturation, ils manquent d'oxygène. Et ensuite ça bascule très vite. Alors nous avons eu la chance de les observer puisque nous avions des gens au quotidien qui n'avaient peu de signes cliniques et des gens sévères, et on y reviendra tout à l'heure sur est-ce que c'était une bonne idée de laisser ces gens à la maison en attendant qu'ils s'aggravent, parce que l'hypoxémie heureuse bascule très très vite vers une aggravation très rapide et vers la réanimation. À côté de cela, l'observation de tous nos patients nous a permis de relever des facteurs de sévérité, c'est-à-dire de repérer qu'est-ce qui fait qu'un patient va s'aggraver. Parmi eux, ceux qui avaient été reportés et qui étaient assez intuitifs, l'âge, les comorbidités,
les scores de gravité initiaux. Il y avait un score très simple qui était assez facile à calculer et qui permettait de voir si les patients étaient susceptibles de s'aggraver. Mais il y avait également des signes biologiques, la lymphopénie, c'est-à-dire la diminution des lymphocytes dans le sang, l'éosinopénie, ça ce sont les globules blancs éosinophiles, ça c'était plutôt une surprise, qui était, quand ils étaient très diminués, était plutôt associée vers une évolution défavorable. Et enfin, ça nous a permis de constater, même si nous avons eu peu de décès, mais en discutant avec nos collègues, bien entendu, sur les causes de décès de ces patients. Alors bien sûr, il y a le syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui est associé en général à une tempête immunologique. On sait qu'à ce stade-là, d'ailleurs, il y a assez peu de virus. C'est plutôt l'organisme qui se retourne contre lui-même. Et on retrouve là un des intérêts de l'hydroxychloroquine, pas seulement comme antiviral, mais également comme immunomodulateur. Les embolies pulmonaires, ça a été, et nos réanimateurs ont lutté et ont sauvé beaucoup de patients en découvrant cela, en prévenant cela et en traitant cela. Et enfin, les surinfections bactériennes, et on retrouve là l'intérêt de l'autre, du partenaire de l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, qui en plus de son effet antiviral contre le virus du Covid, avait également un effet antibactérien. Donc tout ça, c'est la maladie, avec la confirmation de ce qui avait été décrit, et puis surtout ce que nous avons observé chez les patients que nous avons soignés. Un autre élément pour revenir à notre traitement, mais qui sera l'objet d'une autre discussion et loin des polémiques, nous avons comparé les patients qui avaient reçu le traitement azithromycine plus hydroxychloroquine pendant au moins 3 jours, ce qui en maladie infectieuse est quelque chose d'assez classique pour évaluer un traitement. Et quand on comparait ce groupe de patients aux autres, ceux qui avaient reçu un autre traitement pour des raisons variées, il y avait moins de transferts en réanimation et moins de décès. Les hospitalisations étaient plus courtes et le portage viral était plus court. C'est d'ailleurs ce qui avait initié pour nous l'utilisation de ce traitement. Et quand vous avez moins de virus, vous êtes moins contagieux et c'est essentiel pour juger une épidémie. Quant aux effets secondaires, bien sûr, nous étions entourés des précautions d'utilisation de ces médicaments, comme tous les médicaments que nous utilisons. Nous avons eu très peu d'effets secondaires et très peu qui ont été à l'origine de l'arrêt de ce traitement. Eh bien, nous n'avons non plus eu aucune mort subite, aucun problème lié à l'utilisation de ces médicaments. Sur le plan stratégique, avec le recul donc, que nous apportent ces nouvelles connaissances sur la maladie, quel regard avez-vous sur les choix qui ont été faits en termes de gestion de l'épidémie ? Alors, bien sûr, nous regardons ce que nous avons fait, mais nous regardons aussi les chiffres à l'échelle du pays, les chiffres de mortalité. Nous, dans notre série de plusieurs milliers de patients, bien sûr, nous avons une mortalité très basse. Alors on nous dira, c'est parce que vous avez des patients bien portants. Nous sommes à 0,5% des patients que nous avons traités par hydroxychloroquine plus azithromycine, moins de 1% chez ceux qui ont reçu un autre traitement, ce qui peut d'ailleurs donner une idée de la mortalité de cette maladie quand on s'occupe des malades, quand on leur donne accès aux soins et aux docteurs, et on y reviendra tout à l'heure. Mais ensuite, si on compare, et ce ne sont pas nos chiffres, ce sont les chiffres de Santé publique France, la mortalité par million d'habitants par région. En France, au 2 juin, 442 morts par million d'habitants dus au Covid. Île-de-France, 597. Paris, 799. La région sud, qu'on appelait avant PACA, 182. Les Bouches-du-Rhône, 263. Donc on a une mortalité par million d'habitants qui est beaucoup plus faible dans notre région qu'ailleurs. Alors il y a des clusters, en Île-de-France, c'est hétérogène. La mortalité hospitalière qui est très élevée est assez basse dans certains hôpitaux ou certains départements, c'est le cas du 92, où les médecins ont fait certains choix thérapeutiques. Donc il faudra analyser cela et mettre cela en perspective. Selon vous, aujourd'hui, est-ce que les messages adressés à la population, aux Français, ont été pertinents dans la lutte contre l'épidémie ? Je pense que là aussi, il y aura une analyse a posteriori. Les messages ne dépendaient pas uniquement des données sanitaires, il y avait peut-être d'autres arguments qui me dépassent, mais ce qui est très clair, c'est laisser les patients malades
ou potentiellement malades à la maison en leur disant n'appelez pas votre docteur ou n'appelez pas le SAMU jusqu'à ce que ça s'aggrave et à moins que vous n'ayez des difficultés respiratoires, c'était une erreur. On le sait, je vous ai parlé de l'hypoxémie heureuse. Si on attend, quand ça s'aggrave, c'est trop tard. Et c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de malades arrivaient directement en réanimation et n'arrivaient pas dans des services hospitaliers classiques. On a d'autre part pas donné la possibilité aux médecins de famille, qui pourtant sont en première ligne de s'occuper de ces malades, donner de l'oxygène, vérifier la saturation, prévenir les embolies pulmonaires, donner de l'azithromycine que les médecins de ville prescrivent depuis des dizaines d'années, éventuellement donner hors AMM de l'hydroxychloroquine. Tout ça aurait pu être fait à domicile, dans des stades précoces de la maladie, particulièrement chez des patients âgés, particulièrement chez des gens qui pouvaient s'aggraver par la suite. Donc ces questions-là, elles ne sont pas de mon ressort. Nous produisons des données. Toutes ces données ont été transmises en temps réel aux autorités du pays, qui les ont reçues et qui ont pris leurs décisions avec l'ensemble des paramètres qui leur ont permis de prendre ces décisions. Mais très clairement, à la fin, on s'aperçoit que tester, isoler les positifs, traiter et tout simplement, en dehors des polémiques liées à l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, donner l'accès aux soins aux malades, et c'est sans doute ce qui s'était passé à Wuhan, forte mortalité au début, dans une région où il n'y avait pas d'hôpital, donc pas d'accès au docteur, pas d'accès à l'oxygène, mortalité ensuite en Chine a été beaucoup plus faible. Donc je crois que ça, ce sont des éléments de réflexion qui seront analysés par d'autres à l'échelle du pays, et puis on verra, ce qu'on peut espérer, c'est qu'on en tirera les conséquences pour la suite. Professeur Philippe Parola, un dernier mot pour conclure ? Pour revenir à la mortalité, il y a quelque chose qui est très marquant. Dans des épidémies comme celle-là, d'infections respiratoires saisonnières, qui sont mon métier, chaque hiver, nous avons des patients qui malheureusement sont malades, voire décèdent à cause d'infections respiratoires, la plus connue étant la grippe, et le coronavirus du Covid va entraîner autant de morts apparemment que la grippe de Hong Kong en 1968. Ça fait partie, c'est dans l'ordre des choses, et notamment que des patients fragiles, très âgés, décèdent, c'est une chose. En revanche, que des patients jeunes, de moins de 65 ans, soient décédés de cette maladie, c'est un problème. On voit, et là aussi il suffit de voir les différences dans le pays, et notamment dans la région Île-de-France, où il y a un nombre conséquent et un pourcentage conséquent de morts jeunes du Covid. Ça aussi amènera à certaines questions. Encore une fois, pour moi, les leçons, c'est il faut soigner les gens, il faut tester, il faut que les médecins de famille puissent s'en occuper, en dehors des polémiques liées au traitement. Merci.